Président. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C-48, loi modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, la loi sur la taxe d'assises, la loi sur les changements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la loi sur les taxes et les produits de services et les Premières Nations et des textes connexes. Alors, tout de suite, d'emblée, je vais mentionner que je vais partager mon temps avec mon collègue de Manicouagan. Alors, pour ce projet de loi, comme je le mentionnais tout à l'heure, et comme j'ai écouté beaucoup de mes collègues aujourd'hui à la Chambre des communes, c'est un projet de loi qui est très volumineux, presque 1000 pages, c'est énorme, ça fait une brique ça d'épais. Et c'est un projet de loi qui date depuis 2001, qui n'a pas eu de modification de cette ampleur-là. Et pourquoi est-ce que justement le projet est si volumineux? C'est que les gouvernements antérieurs se sont traînés la patte, c'est qu'ils n'ont pas fait leur travail, c'est qu'ils ont pris beaucoup trop de temps avant de pouvoir réussir à amener ce projet de loi sur la table. Et comme ils ont perdu leur temps, comme ils n'ont pas fait leur travail comme il faut, ils n'ont pas fait leur devoir, eh bien, on se retrouve avec un projet de loi énorme, un projet de loi qu'on pourrait appeler omnibus. Par contre, c'est pas comme C-38 puis C-45, où ça, c'était des vrais projets de loi omnibus horribles parce que ça touchait toutes sortes de choses différentes. L'environnement, l'économie, la sécurité de la vieillesse. Ça, c'était des projets de loi vraiment pernicieux. On appelait ça des chevals de Troie, d'ailleurs. C'est pas pour rien qu'on appelle ça des chevals de Troie. Parce que c'est omnibus, c'est des projets de loi monstres. Ça, c'est horrible. Ce projet de loi-là, omnibus, est quand même acceptable dans le sens où ça touche seulement des lois fiscales. Par contre, la difficulté, c'est que c'est tellement volumineux que c'est pratiquement impossible de bien étudier cela avec le temps nécessaire, avec le temps que nous avons entre les mains. C'est pour ça qu'on devrait avoir un gouvernement, le gouvernement conservateur devrait être beaucoup plus présent, devrait être beaucoup plus efficace pour avoir des projets de loi comme ça beaucoup plus réguliers qui nous permettraient d'avoir le temps d'étudier les modifications à ces projets de loi-là. À cet égard, la vérificatrice générale, Sheila Fraser, affirmait dans son rapport de l'automne 2009 « Aucun projet de loi technique modifiant les lois de l'impôt n'a été adopté depuis 2001. » Imaginez-vous, Monsieur le Président. Le gouvernement a indiqué qu'il est souhaitable que tel projet de loi soit présenté chaque année pour apporter des modifications de routine aux lois de l'impôt, mais cela ne s'est pas concrétisé. Le ministère des Finances du Canada a donc accumulé au moins 400 modifications techniques qui restent en suspens, y compris 250 lettres d'intention depuis 1998. Imaginez-vous, Monsieur le Président, depuis 1998 que ça traîne, lesquelles recommandent des modifications législatives qui n'ont jamais été apportées. Ces modifications techniques proposées ne sont pas déposées régulièrement, elles en viennent à constituer un vaste ensemble que les contribuables, les fiscalistes et les parlementaires ont de la difficulté à absorber. Alors, comme je vous mentionnais, Monsieur le Président, c'est ce qui est arrivé. Les conservateurs ont perdu leur temps depuis qu'ils sont élus et à cause de cela, on se retrouve avec un projet de loi omnibus, un projet de loi, un pavé de 1000 pages. Et bien sûr, je ne suis pas un spécialiste ni un fiscaliste, mais comme parlementaire, c'est quand même important d'étudier les projets de loi d'une manière le plus rigoureuse possible et avec un temps qui est raisonnable par contre aussi. Et malheureusement, on n'a pas cette chance-là avec ce projet de loi-là. Un autre point auquel je veux m'attarder, Monsieur le Président, c'est l'évitement fiscal. Alors, dans ce projet de loi-là, C-48, il y a un premier pas à l'avant en ce qui concerne la lutte à l'évasion fiscale. Par contre, le gouvernement conservateur parle un peu des deux bords de la bouche en même temps. D'un côté, il fait un petit pas pour l'évitement fiscal. De l'autre côté, il signe des accords bilatéraux avec des pays qui ne respectent pas les règles de base, qui sont même des règles de base en fiscalité, qui sont même des paradis fiscaux. Alors, on a un gouvernement qui ne fait pas un travail sérieux sur ce point de vue-là. D'ailleurs, au Comité des finances, auquel plusieurs de mes collègues ici dans la Chambre néo-démocrate siègent, eh bien, ils ont reçu un témoignage très intéressant de Mme Brigitte Alpin. Brigitte Alpin, c'est une fiscaliste de grande renommée, qui a écrit 2 livres qui sont des vrais livres de référence pour toute personne qui s'intéresse à l'évasion fiscale et aux paradis fiscaux, à la lutte, bien sûr, aux paradis fiscaux, on s'entend.
Alors, il y a un premier livre qui s'appelle « Ces riches qui ne payent pas d'impôts ». Alors, dans ce livre-là, Ces riches qui ne payent pas d'impôts, qui a été paru, si ma mémoire est bonne, en 2003, c'est un livre merveilleux et excellent que je vous conseille à tous les gens de la Chambre de lire, et d'ailleurs aux conservateurs en premier, étant donné que le travail sur l'évasion fiscale n'a pas été fait correctement dans C-48. Alors, dans ce livre-là, on trouve tous les moyens pernicieux qui sont pris, qui sont utilisés d'une façon régulière pour ne pas payer les impôts, que ce soit par des moyens comme le report à l'infini de son impôt, que ce soit des moyens comme inventer une fondation plus ou moins critiquable pour éviter de payer les impôts. Donc, il y a des fondations qui sont très, très justifiées, très, très justes, mais il y a d'autres fondations qui peuvent être très critiquables, que ce soit des subventions de toutes sortes. Et mentionnons-le, Monsieur le Président, on parle de choses différentes encore là, mais c'est des choix aussi qu'on fait quand on fait une loi comme C-48, et l'environnement, c'est très important, et on subventionne d'une manière éhontée présentement à coût de milliards les pétrolières, les gazières et même le charbon. Imaginez-vous, Monsieur le Président, on subventionne le charbon. Je ne parle pas d'évitement fiscal ici, mais je parle de subvention qui fait que le rôle fiscal n'est pas juste, n'est pas équitable. D'ailleurs, Mme Alpin mentionne 3 principes de base très importants dans une bonne fiscalité. Je les nomme. La fiscalité doit être simple, elle doit être efficace et elle doit être équitable. Et ça, c'est très important. Et présentement, les conservateurs ne font pas leur travail en ce qui concerne une fiscalité simple, efficace et équitable. Loin de là. Et j'en ai mentionné plusieurs aspects en ce qui concerne cela. Je vais vous lire, Monsieur le Président, un petit résumé du dernier livre qu'a écrit Mme Alpin, qui est très intéressant. Ça s'appelle « La crise fiscale qui vient ». Alors, si vous ne l'avez pas lu ici dans la Chambre, mes collègues, je vous conseille tous de lire ce brillant livre. D'ailleurs, surtout mes collègues conservateurs, étant donné qu'ils n'ont pas fait leur travail comme il faut en ce qui concerne la lutte à l'évasion fiscale. Et voilà ce que dit le résumé du livre. L'auteur relève les signes de la crise fiscale qui vient, qui a déjà commencé d'ailleurs dans la plupart des économies occidentales. Elle expose de façon simple et éclairante les conditions nouvelles qui aggravent cette crise. La multiplication des fondations caritatives, comme je parlais tout à l'heure, Monsieur le Président, l'essor du commerce électronique, le recours croissant aux paradis fiscaux, comme je le mentionnais également, la concurrence entre États pour attirer les grandes entreprises, etc. Même si les gouvernements actuels semblent avoir démissionné, et le gouvernement conservateur en est un bel exemple, face à cette crise, Brigitte Alpin montre qu'il y aurait des solutions pour la résorber. Elle montre aussi, entre autres, comment des mesures fiscales pourraient contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, Monsieur le Président, de mesures fiscales et d'environnement. Mes collègues en ont parlé aussi qu'on pourrait favoriser des mesures fiscales, par exemple, pour la rénovation. Par exemple, on avait un programme éco-énergie pour les maisons, de rénovation éco-énergétique. Ça, c'est des programmes qui sont très bons comme fiscalité, qui sont des programmes simples, et c'est des programmes qui font rouler l'économie. Alors, même chose ici, quand on a un gouvernement qui se tient debout, qui est sérieux et qui veut lutter contre l'évasion fiscale et qui veut investir dans les bons endroits qui vont être profitables pour notre économie, notre planète et bon pour nos enfants et pour les générations futures. On peut faire des choix qui sont bien plus éclairés et bien plus justes. Alors, je vous résume, je veux juste vous mentionner que Brigitte Alpin, c'est vraiment une experte en fiscalité. Et puis, elle a écrit d'autres livres, comme je le mentionnais tout à l'heure, « Ces riches qui ne payent pas d'impôts ». Et le résumé que je venais de vous faire, c'est « La crise fiscale qui vient ». Je conseille à tous et à toutes de les lire et, bien sûr, de la réinviter. Je conseille à mes collègues de la réinviter dans le comité des finances parce qu'elle a beaucoup de choses intéressantes à dire. Bref, ce que je pourrais dire, Monsieur le Président, pour conclure, c'est qu'il est très important quand on fait une réforme comme ça, de le faire rapidement pour pas qu'on ait trop de travail à faire, que ce soit impossible même de le faire, et surtout de faire des choix éclairés qui vont être bons pour les générations futures. Merci, Monsieur le Président.
Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Saint-Lambert. Monsieur le Président, je voudrais remercier mon collègue pour son discours et j'aurais une question toute particulière en ce qui concerne l'observation, qui est un aspect déterminant du maintien de l'intégrité de notre régime fiscal. Et que pense mon collègue du fait que ce gouvernement n'a pas prévu de veille pour que les gens puissent se conformer aux modifications techniques en cours du régime fiscal? Que pense mon collègue de ce manque? Et de plus, serait-il nécessaire, d'après lui, ou de fait que cette observation pourrait de même avoir un effet sur l'évasion fiscale? L'honorable député de Drummond. Alors, je voudrais remercier mon honorable collègue de Saint-Lambert pour son excellente question, son excellent commentaire. Alors, effectivement, s'il y avait eu une veille, on aurait pu, bien sûr, ne pas se retrouver devant un pavé de 1000 pages pratiquement, où c'est pratiquement impossible pour le comité des finances d'étudier toutes les modifications d'une manière raisonnable et rigoureuse. Et nous, on a été élus, tous les députés ici à la Chambre, pour faire un travail sérieux et rigoureux. Et c'est très important qu'on nous donne les outils pour ce faire. Quand on fait des lois omnibus, de centaines de pages comme C38, C45, on nous empêche de faire notre travail. Et c'est très important que ce travail-là soit fait d'une manière rigoureuse. Et je remercie mon honorable collègue pour mentionner que le travail, malheureusement, n'a pas été fait dans la lutte à l'évasion fiscale de l'autre côté. Ce n'est qu'un petit pas et c'est pas sérieux et on doit travailler beaucoup plus fort et faire des choix quand on fait une réforme fiscale qui montre nos priorités. Ce n'est pas la sécurité de la vieillesse à 67 ans qui devrait être une priorité. Ça devrait être d'augmenter le supplément de revenus garanti, puis ça devrait être l'environnement pour nous laisser un meilleur avenir aux générations futures. Questions et commentaires. Questions and comments. L'honorable député de Sainte-Maurice-Champlain. Merci, Monsieur le Président. Dans sa présentation, mon collègue a surtout condamné l'évasion fiscale. Alors, quelles mesures suggère-t-il pour résoudre ce problème, lui et son parti? L'honorable député de Drummond. Alors, merci beaucoup. Je remercie mon honorable collègue pour sa question, dis-je bien. Alors, effectivement, il y a beaucoup de mesures qu'on peut faire et j'espère que le comité des finances, je ne suis pas un spécialiste en finances, mais je sais que le comité des finances se penche sur la question. J'ai beaucoup de collègues qui ont d'ailleurs organisé des conférences sur la question récemment. Le chef de l'opposition officielle était présent, le député d'Outremont, et a fait un discours. Donc, on supporte la lutte à l'évasion fiscale. C'est un travail qui doit être fait sérieusement, qui doit être vu dans plusieurs, selon différentes approches. Et il y a des mesures concrètes qui peuvent être réalisées, comme j'en ai nommé tout à l'heure, que Mme Alpin propose. Et aussi, c'est un choix. C'est un choix d'un parti politique et d'un gouvernement. Nous, si le futur gouvernement du NPD, notre choix, ça va être de s'assurer que les aînés soient respectés et de s'assurer qu'on va laisser un environnement plus sain aux générations futures. Questions et commentaires. L'honorable député de Beauport-Limoilou. Très court. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, Monsieur le Président, mon collègue de Drummond a tout à fait raison de mettre l'emphase sur le problème de l'évasion fiscale. D'ailleurs, les mesures qu'adopte le gouvernement fédéral, les mesures fiscales qu'adopte le gouvernement fédéral ont souvent des répercussions du côté du provincial parce que pour des fins d'harmonisation, heureusement ou malheureusement, les gouvernements provinciaux doivent souvent adopter des mesures semblables, ce qui peut favoriser énormément, justement, l'évasion fiscale. Alors, mon collègue veut-il commenter, justement, sur ce problème auquel font face les provinces? L'honorable député de Drummond, 30 secondes, s'il vous plaît. Oui, donc rapidement, je voudrais remercier mon honorable collègue de Beauport-Limoilou pour son commentaire. Effectivement, c'est très important. Et on a vu récemment, je vais vous donner juste un exemple,
que le premier ministre du conservateur a refusé d'assister aux conférences interprovinciales avec les premiers ministres des provinces. Et ça, c'est pas une façon de faire si on veut avoir une bonne coopération ou si on veut connaître les besoins des provinces. Alors, au contraire, un premier ministre NPD sera présent lorsqu'il y aura des conférences interprovinciales et nous serons présents pour travailler en coopération avec les provinces afin d'avoir un régime fiscal qui va être favorable pour tous. Merci, M. le Président.